C'étaient les plus grands financiers du monde. Extraordinairement riches, extraordinairement puissants et extraordinairement discrets. Ils se sont sortis de la misère pour devenir la plus riche famille d'Europe. Tout ce qu'ils touchaient se transformait en or, presque littéralement. Leur argent a remporté des guerres, sauvé des gouvernements, bâti des chemins de fer et influencé la politique mondiale. Partout où il y avait une guerre, ils étaient impliqués et ils étaient présents à tous les grands événements mondains. Leur fortune a également acheté les plus grands vins, les plus belles œuvres d'art et les plus somptueuses demeures. De magnifiques collections de tapisseries et de tableaux. Durant 200 ans, ils ont combattu l'establishment, l'antisémitisme et parfois les membres de leur propre famille. Les Rothschild ne ressemblent à aucune famille. Ils sont absolument uniques. Comme une bouteille de Château Lafite Rothschild, leur histoire est riche, puissante, complexe et mémorable. Voici la dynastie des Rothschild. Printemps 1995. Un jeune homme de 25 ans fait une pause cigarette devant une compagnie financière. Il échange quelques mots avec un autre fumeur, Timothy Baraket, qui lui parle de son intention de lancer une société d'investissement. Quand le jeune homme lui propose ses services, Baraket hésite. Puis l'inconnu lui dit son nom. Il est Nat Rothschild, la 7e génération de la célèbre famille de banquiers. Bien qu'il soit jeune et relativement inexpérimenté, Nat est embauché. Nat Rothschild est entré dans le métier notamment pour être ce qu'on appelle un faiseur de pluie, quelqu'un qui peut développer une activité et lever des fonds. Bientôt, Nat ne se contente plus de réunir de l'argent, il l'investit et montre un grand talent pour la prise de risque et les investissements à fort rendement. Il s'est imposé comme un investisseur avisé dans le monde entier. Il mettait de l'argent dans les secteurs les plus risqués des pays émergents. Il a par exemple fait de gros investissements en Russie. La décision d'embaucher le jeune Rothschild sur son nom s'est donc révélée judicieuse. Ticus Capital, le hedge fund créé par Baraket, est devenu une entreprise valant 14 milliards de dollars avec un taux de croissance annuel de 30%. Une nouvelle génération de Rothschild fait donc preuve de cet instinct légendaire en matière de finance. Je pense qu'il possède l'audace et la perspicacité typiques de sa famille. On dit maintenant qu'il pourrait devenir à terme le plus riche de tous les Rothschild, revitaliser et agrandir encore la fortune familiale. Si tel est le cas, ce sera un nouveau chapitre remarquable dans la saga d'une famille qui fascine depuis plus de 2 siècles. L'histoire des Rothschild commence au XVIIIe siècle dans le ghetto juif sordide et surpeuplé de Francfort. Mayer Amschel Rothschild, son épouse Göttel Schnapper et leurs 10 enfants, 5 garçons et 5 filles, mènent la vie très pieuse de juifs orthodoxes. C'était une existence sans grande liberté. Les portes du ghetto étaient fermées la nuit, le dimanche et pour toutes les fêtes chrétiennes. Les Juifs n'ont pas le droit de posséder des biens immobiliers, portent des insignes jaunes sur leurs vêtements et payent de lourds impôts. Comme la plupart des métiers leur sont interdits, ils ont du mal à gagner leur vie. Mais il est un secteur qui leur est ouvert, la banque, car leurs voisins chrétiens n'ont pas le droit d'accorder des prêts à usure. Bien qu'ils n'aient pas le droit de tenir boutique hors du ghetto, les Juifs pouvaient faire certaines choses, notamment le change et le prêt d'argent, ce qui n'était pas autorisé à leurs concurrents non-juifs. Le change d'argent est une activité importante dans l'Allemagne du XVIIIe siècle, car le pays compte des centaines de municipalités qui ont chacune leur propre monnaie. Or, Mayer Amschel est particulièrement doué pour les affaires. Il était très fort en calcul. Bien sûr, à l'époque, il n'y avait pas de calculatrice. Il faisait tout de tête. Il commence alors à revendre des pièces de monnaie anciennes, des médailles, des antiquités et des curiosités.
il a aussi du flair pour repérer les opportunités commerciales. Il avait un grand esprit d'entreprise. Il a eu l'intelligence de comprendre que le meilleur moyen de réussir, c'était de se faire connaître auprès d'une grande famille princière de l'Empire austro-hongrois. Il a choisi le prince le plus riche, qui, par chance, vivait à proximité. Le prince Guillaume de Hesse-Kassel a fait fortune en louant ses soldats aux Britanniques comme mercenaires. Les Hessiens, comme on les appelle alors, se sont battus par exemple dans les colonies américaines. Mayer Amschel sait que le prince Guillaume a une passion qui pourrait être son ticket d'entrée à la cour, la numismatique. Il est allé voir Guillaume de Hesse-Kassel, lui a donné des pièces et a fait une partie d'échecs avec lui. Son but était de se faire bien voir, et très lentement, ils ont tissé des liens. C'est une décision avisée. Bientôt, le prince lui fait suffisamment confiance pour l'autoriser à investir de l'argent pour son compte. Il lui a donné environ 800 livres, ce qui était une grosse somme d'argent à l'époque. Il lui a également permis de se présenter comme l'agent du prince Guillaume. Comme ses affaires sont florissantes, il est rejoint par ses 5 fils, Amschel, Salomon, Nathan, James et Karl, qui se chargeront des relations avec les clients. Les 5 filles travaillent aussi, mais à la maison. Les filles faisaient les travaux d'écriture. Elles tenaient les livres de compte. Leur père insiste sur un point. En affaires, ils doivent respecter sa philosophie. D'abord, toujours payer vos factures à temps. Ne jamais avoir de retard. Ne jamais contracter de dette. Ensuite, être scrupuleusement honnête dans toutes vos transactions. Honnête et franc. Pour qu'il n'y ait jamais aucune suspicion de tromperie associée au nom des Rothschild. Cette approche porte ses fruits. En 1796, Mayer Amschel est l'un des 10 juifs les plus riches de Francfort. Mais le ghetto est trop étouffant pour Nathan, son 3e fils. Nathan était de loin celui qui aimait le plus prendre des risques et le plus audacieux. Il voulait affronter le monde. Il était impatient de quitter Francfort pour ouvrir l'entreprise sur le monde. Cet ambitieux jeune homme trapu, aux cheveux roux, pressent que l'économie anglaise en plein essor pourra lui donner sa chance. C'était quelqu'un qui avait un but et la ténacité nécessaire pour l'atteindre. Malgré son manque de maîtrise de l'anglais, Nathan s'installe à Manchester, le cœur de l'industrie du textile, et commence à exporter du tissu à destination de son père à Francfort et du reste de l'Europe. Il était extrêmement malin et déterminé. Il n'avait aucun loisir. Son seul hobby, c'était son travail. Il y passait toutes ses journées. Il était très ambitieux. En 1806, il consolide sa nouvelle identité anglaise en épousant Anna Barren Cohen, la fille d'un riche financier juif. Il s'installe à Londres et, avec le soutien de son beau-père, ouvre son propre établissement financier, N.M. Rothschild et Fils. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il acquiert une place de leader auprès de ses frères. Il était tous les matins à la Bourse de Londres, où il avait même sa place de prédilection à côté d'une colonne. Mais bientôt, le destin de Nathan bascule. Les actions d'un ambitieux général français vont propulser la famille Rothschild vers des sommets en termes de puissance et de richesse. Au début du 19e siècle, les activités bancaires de Mayer Amschel Rothschild se portent à merveille. Son fils Nathan a fondé à Londres la branche anglaise de l'entreprise familiale. Pourtant, la situation de l'Europe est explosive. Sur le continent, l'empereur Napoléon Bonaparte est au milieu d'une longue campagne militaire. Après avoir conquis l'Autriche, la Russie et la Prusse, il a maintenant des vues sur l'Angleterre. Il s'est dit que le seul moyen de vaincre l'Angleterre, c'était de l'asphyxier économiquement. Son idée était d'instaurer ce qu'il a appelé le blocus continental, pour empêcher toutes les marchandises et tous les fonds de quitter l'île à destination de l'Europe. Les Rothschild, qui sont maintenant implantés des deux côtés de la Manche, y voient une opportunité commerciale intéressante, bien que risquée.
il se lance dans une opération de contrebande très lucrative. C'est Nathan, en Angleterre, qui en est le maître d'œuvre. Il a fait construire des bateaux spéciaux, petits et rapides, pour traverser la Manche. Et ensuite, un de ses frères à Paris organisait un service de ce qu'ils appelaient des post-boys, des coursiers à cheval, qui acheminaient les marchandises ou les lingots d'or très rapidement jusqu'à destination. Ce réseau de coursiers rapides et fiables transporte également d'autres cargaisons précieuses sur le continent, les informations. Les Rothschild savent donc, avant les autres, tout ce qui se passe dans le monde de la finance et de la politique. Ils avaient compris que l'information pouvait rapporter gros. C'est l'idée que des nouvelles précises peuvent être d'une importance capitale pour vos transactions financières. Les guerres napoléoniennes apportent un autre bénéfice aux Rothschild. Le prince Guillaume de Hesse-Kassel, le premier bienfaiteur de la famille à Francfort, est maintenant en fuite et il veut que sa fortune soit investie en toute sécurité. Il a dit à Nathan, « Faites ce que vous pensez être le mieux pour mon argent ». Ce pécule a été une opportunité gigantesque pour Nathan. Nathan place les investissements du prince dans des actions anglaises et résout un autre de ses soucis. Guillaume de Hesse-Kassel veut pouvoir accéder à son capital où qu'il soit en Europe. Ce dont le prince de Hesse-Kassel avait besoin, au même titre que les autres princes, c'était de banquiers pouvant lui garantir qu'il pourrait retirer son argent quand et où il le voulait. En 1814, alors que les troupes britanniques combattent l'armée napoléonienne sur le continent, elles ont un obstacle de taille à surmonter. Le duc de Wellington, commandant des forces de Sa Majesté, va bientôt se retrouver à court d'argent, si bien que la Grande-Bretagne risque de perdre la guerre. On ne peut pas faire déplacer une armée sans argent. Il faut payer les hommes et il y a toutes sortes de frais. Mais comment envoyer l'argent nécessaire sur place? Il fallait passer par le type de banque que les Rothschild avaient créé. C'est ainsi que le 11 janvier 1814, Nathan Rothschild est officiellement chargé de financer l'avancée de Wellington sur le sol français. En puisant dans la fortune familiale, il doit acheter des francs français et les revendre avec des intérêts au gouvernement britannique. Pour les Rothschild, c'est un incroyable retournement de situation, car 20 ans plus tôt, ils n'étaient que des Juifs opprimés du ghetto de Francfort. Aujourd'hui, le sort de l'Europe est entre leurs mains. Comme une marque de fabrique, les Rothschild vont compter uniquement sur les membres de leur famille pour cette opération risquée. Le jeune frère de Nathan, James, est ainsi dépêché en France. James n'était qu'un adolescent quand son père l'a envoyé en France pour réceptionner l'argent qui arrivait par bateau. Il devait le faire passer jusqu'en Espagne où se battaient les soldats de Wellington. Bientôt, l'argent parvient régulièrement jusqu'aux troupes britanniques, ce qui les aide à reprendre la main. Le 18 juin 1815, elles imposent une cuisante défaite à Napoléon lors de la célèbre bataille de Waterloo. Juste après la victoire, un épisode va prouver les qualités du système de coursier des Rothschild. Dès que la bataille s'est terminée et que la victoire a été déclarée, Wellington a envoyé un messager officiel de l'autre côté de la Manche pour informer le gouvernement à Londres. Il est arrivé 24 heures après le coursier des Rothschild qui apportait la même information. La réussite éclatante des Rothschild durant les guerres napoléoniennes assure leur réputation et leur fortune. Elle marque aussi la naissance d'un nouveau concept dans la finance, car auparavant les gouvernements n'avaient que peu d'options pour réunir des capitaux. Vous pouviez soit augmenter les impôts, soit dévaluer votre monnaie, et aucune de ces solutions n'est très séduisante. Les Rothschild viennent d'inventer une troisième méthode. Un gouvernement peut contracter un emprunt auprès d'un organisme privé, comme une banque ou un particulier, en échange d'un titre promettant au prêteur de le rembourser avec des intérêts.